Bienvenue à tous pour cette dernière table ronde du Play It Festival 2018 qui se tiendra donc avec moi-même et Chloé en tant que médiateur et nos invités youtubeurs que je laisse se présenter depuis la gauche si le micro fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Oui. Vous, ça fonctionne pas? Très bien. Oui, c'est bon. Alors, je m'appelle Antoine, je suis membre de l'association Interphase et je représente aujourd'hui l'Université populaire de la jeunesse, qui est une action pour les jeunes sur la totalité de la métropole européenne de Lille. Et donc, moi, je suis chargé de mission numérique et donc je parle entre autres de jeux vidéo. Voilà. Pokémon. Donc moi, c'est Miss Mew, je suis donc game designer de profession et je fais des vidéos sur YouTube où j'essaie de vulgariser un petit peu comment fonctionnent les jeux vidéo. Escarina, rédac chef du site Kiss My Geek et aussi podcasteuse chez Super Gamerside, un podcast qui parle de jeux vidéo, entre autres. Moi c'est Chloé, donc moi je suis là pour représenter l'association Canne à Sucre Production qui organise le Play It Festival auquel vous êtes en train d'assister actuellement. Et elle effectue également des ciné-soirées très régulièrement que vous pouvez voir sur notre site internet. Oui, tout à fait, c'est vrai. Allez voir notre site internet, il y a beaucoup d'autres événements qui ne sont pas forcément que du jeu vidéo, qui sont de l'audiovisuel de manière générale et dont les ciné-soirées. La prochaine est d'ailleurs le 9 décembre. Merci de me le rappeler, Guillaume. Ça tombe bien. Voilà. Marwan, avec Camille, on anime une chaîne YouTube qui s'appelle Osmosis, où on fait de la critique de jeux vidéo coop, où on présente le processus créatif et on essaye en tout cas de mettre une emphase sur les éléments culturels qu'on peut retrouver justement dans ces jeux. Oui. Et tu es? Parce que tu dis oui, mais tu es la deuxième moitié d'Osmosis. Eh bien, il a même dit mon prénom, donc moi c'est Camille, il y a la deuxième partie d'Osmosis, ou la première partie. Vous ne le savez pas. Alors, et du coup, est-ce qu'on a introduit le titre? Non. Tout à fait. Alors, pour commencer avec une question un petit peu simple, pour ceux qui ne connaissent pas justement ce dont on va parler, nous allons parler du coup de binge gaming. Donc une pratique, on va dire, c'est le terme détourné pour le binge watching, dont on entend parler depuis assez peu de temps finalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'essayer à une définition du binge gaming? Pourquoi on me regarde? Après, on dit essayer, on ne mettra pas au pilori. Je pense qu'on parle de binge gaming quand on pratique le jeu vidéo pendant une période de temps très très longue. C'est-à-dire qu'on commence à une certaine heure et il va se passer 1, 2, 3, 6 heures, 2 jours, 3 jours, sans qu'on s'arrête vraiment au-delà des arrêts pour les besoins vitaux. Manger, dormir. Et encore, même ça, c'est remis en question dans le cas de cette pratique. C'est les MMO et les jeux de gestion, quoi. En réalité, pas forcément. En fait, on se rend compte que le binge gaming, comme le binge watching, d'ailleurs, d'où ça provient, ça correspond en fait à tout type de pratique. En fait, c'est pas forcément. Il y a des jeux qui sont plus propices à ça parce que voilà, ils se renouvellent très rapidement, ils proposent du contenu qui est interactif tout du long. Et donc du coup on est tout le temps happé dans la chose, mais en réalité dès que c'est un peu répétitif ou même simplement parce qu'on a envie de recommencer, on peut faire ça pour tout. Est-ce que du coup le binge gaming, t'es toujours sur le même jeu ou c'est vraiment jouer en général à des jeux vidéo de cette manière-là? Pour moi, c'est plus le même, ou en tout cas la même série, dans le sens où voilà, ça vient du binge watching. Je vais pas y arriver, où on dit on dévore une série. Il y a cette notion de dévorer d'un coup au lieu de prendre son temps et de parsemer sa pratique en fait ou son visionnage. Et c'est la même chose pour le jeu vidéo où il y a des jeux où on va tout d'un coup essayer de dévorer le plus d'un jeu et peut-être après enchaîner sur un autre jeu ou peut-être au contraire manger plein de petits jeux qui sont du même genre ou dans la même veine en fait. Il y a quand même une notion de continuité. Et le monde d'aujourd'hui où un jeu vidéo sort à peu près tous les 2 mois, est-ce qu'il n'est pas propice à cette surconsommation un peu de jeux vidéo? Si. Beaucoup. Un petit peu. Il est propice dans le sens où on a de plus en plus d'accès facile en fait à des jeux vidéo, alors qu'avant il fallait sortir de chez soi, aller l'acheter, aller le choisir en magasin, etc. Maintenant on a 3 clics pour trouver un nouveau jeu. Et peut-être un plus accessible en termes de prix, à notre porte-monnaie, nos capacités, et aussi beaucoup plus de façons de savoir quel type de jeu ça va être. Donc on a beaucoup plus d'offres et aussi beaucoup plus de facilité à découvrir qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Pour moi, c'est discutable. Moi, je dirais que c'est propice, mais que ça le provoque pas.
parce que les pratiques de binge en général, c'est assez ancien. Et ce qui fait qu'on en parle maintenant, c'est qu'il y a un milieu qui est plus propice. L'exemple des séries qui provoquent le binge-watching, c'est Netflix. Mais en réalité, avant Netflix, le binge-watching existait tout à fait. Il y avait déjà des tonnes de gens qui téléchargeaient leurs séries sur les sites américains juste après la sortie de l'épisode sur les différents networks et qui, comme ça, cumulent plein de séries différentes et qui se font des week-ends entiers à regarder les séries d'un coup, comme ça. Donc c'est pas forcément la même pour le coup, mais au final, voilà, pour les jeux, World of Warcraft, ça existe depuis 2005. Je pense que c'est un exemple assez éloquent. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on s'est un peu réapproprié nos propres pratiques, dans le sens où, comme tu le disais, en fait, au niveau du jeu vidéo, on sait très bien que déjà de base, il y a certains jeux qui sont dans leur mécanique, dans leur design, qui sont très chronophages, et on ne se rend pas forcément compte en fait du temps qu'on passe. Et en fait, ce qui a été vu de manière assez péjorative, que ce soit aussi bien pour les séries que pour les jeux vidéo, où on désignait en fait le fait d'avoir une pratique finalement assez intensive comme on larve devant le canapé, on fait sa crotte comme on dit, on passe des soirées entières à regarder la même série. Finalement, c'est devenu quelque chose de soit de normal, soit presque de... Mais après, je me demande s'il n'y a pas aussi une notion de, comme tu disais avec Netflix, de communication là-dessus, où finalement, grâce à son offre Netflix, à savoir, pour une certaine somme par mois, on peut accéder à une tonne de séries, une tonne de contenu vidéo, et finalement, par la communication, de redonner ces lettres de noblesse à finalement passer du temps, s'investir dans une activité, et de dire, non, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, et c'est même assez... je sais pas si c'est bien vu, c'est clairement pas bien vu, mais le but avec ce genre de terme de binge-watching, c'est justement de dire non, regardez, c'est tout à fait normal, c'est même plutôt classe de regarder, on se sent un petit peu comme une légitimité justement à regarder, oui, c'est tout à fait normal de regarder plein de fois des séries ou de jouer effectivement aux jeux vidéo. En tout cas, moi, je le vois comme ça, alors que finalement, dans les pratiques, c'est quelque chose qui est très courant et qui a existé qui existe depuis même les débuts du jeu vidéo. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est justement de faire les analogies entre le binge-watching et le binge-gaming, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse à ce type de pratique. Peut-être que vous binge-watchez des séries pour éviter de vous faire spoiler. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est de plus en plus courant dans le monde du jeu vidéo aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer de terminer un jeu sur un week-end, un jeu qui vient de sortir, pour éviter de se faire spoiler. Je ne sais pas vous si ça vous arrive. Il y a aussi le fait, qui s'ajoute à ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, on a un nombre assez hallucinant de jeux qui sortent par mois, que ce soit si on s'intéresse, on va dire, aux jeux mainstream ou alors si on part effectivement sur la scène un petit peu indépendante, etc. C'est des centaines de jeux qui voient le jour, et c'est vrai que il y a cette notion aussi d'urgence par moment. On se dit non, moi il faut que je finisse tel jeu parce que derrière j'ai aussi tel jeu à finir et puis j'ai tel jeu à finir et puis donc faut que je joue, faut que j'arrête pas. Et le fait effectivement d'avoir ce genre d'offre qu'on retrouve derrière, qu'on commence à retrouver derrière dans le jeu vidéo, comme avec le Xbox Game Pass, etc., qui permet, pareil, pour une certaine somme par mois, d'accéder à un catalogue de titres qui s'étoffe avec le temps. Ça encourage aussi, ça peut encourager en tout cas ce type de pratique. Alors, juste ajouter que moi j'ai une autre pratique du binge gaming qui est justement quand tu as un boulot, que tu commences à avoir une vie active, une vie de famille, tu as très peu de temps pour jouer. Donc dès que tu as un créneau de libre, moi je sais que ça m'arrive très souvent quand je sais que je vais avoir un samedi, un dimanche, parfois les deux, je sais que je me bloque cette période-là pour jouer et pour avancer le maximum possible sur un jeu. Et voilà, ça je pense que c'est parce qu'on a grandi avec le jeu vidéo et aujourd'hui c'est en tant qu'adulte une pratique qu'on a un petit peu par défaut parce que c'est parfois le seul moyen pour nous d'avoir du temps à dédier à cette passion-là, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne parle pas de binge reading, par exemple. On a tous dévoré des livres, on a tous lu à fond, voulu finir un livre, veillé jusqu'à pas d'heure, mais c'est normalisé ça comme comportement. C'est complètement accepté parce que les gens ont grandi avec et ça fait déjà plusieurs générations. Alors que nous, on a grandi avec des séries, on a grandi avec des jeux vidéo et maintenant, on les binge comme d'autres pouvaient lire des bouquins à l'époque.
Parce que voilà, on a du temps et il n'est pas infini et on a envie de savoir la suite aussi des fois. On a envie de pouvoir jouer plus, on a envie de pouvoir continuer. Par contre aussi, ce que je me dis, c'est que le binge-watching, reading ou quoi que ce soit, c'est une activité très solitaire en fait souvent. C'est que c'est du temps pour soi. C'est énormément. C'est vraiment ça aussi que tu disais, c'est que c'est un moment où on va jouer pas forcément seul avec les jeux en ligne, mais on va être seul chez soi parce qu'on ne va pas aller communiquer avec quelqu'un d'autre. Et ça vient aussi d'une évolution dans le design des jeux qui sont beaucoup moins des jeux consoles de famille en fait, pour la plupart. Et donc cette activité de binge gaming, elle vient aussi d'une population qui joue seule à la base. Qui joue seule et qui vit seule peut-être aussi parce que je pense pas qu'à 8 ans tu puisses faire du... Enfin, je pense que tes parents à un moment de... Ah, attendez une seconde. Je pense que ça commence adolescent en fait, non? Ouais. Quand ça commence au moment où tu commences à avoir des libertés, tu commences à tester les libertés. Quand tes parents se couchent avant toi et du coup tu passes un peu la nuit sur Guild Wars. Ouais, c'est ça. Vas-y. On parlait tout à l'heure de contexte qui justifie un peu, qui explique en tout cas un peu le binge-watching, le binge-gaming, par la recrudescence de jeux de plus en plus importante. Mais il me semble que ça explique pas pourquoi les gens y passent tant de temps au final, parce qu'un jeu, s'il était nul, on n'y passerait pas tant de temps que ça. Il y a des mécanismes à l'intérieur du jeu, tout comme il y a des mécanismes dans les séries, dans les films, qui font qu'on reste accroché. Et quand on regarde comment est-ce que les séries sont faites sur des networks, le moment où il y a le plot twist, c'est marrant, c'est là où il y a une pub. Comme ça, on reste bien accroché devant son écran et on se rend compte que voilà, on est happé un peu par le show et on a envie de voir la suite. Et les jeux, en fait, ont appris de ça d'une certaine manière et constituent un peu par des mécanismes soit de gameplay qui sont répétitifs et qui donnent la récompense. On a ces boucles de gameplay comme ça là, qui sont un peu addictives en quelque sorte. Et puis, il y a les mécanismes de narration. Et puis, après, les effets de mode, un peu aussi, les effets de groupe, dès qu'on est tous ensemble. Quand on a toute la guilde et que c'est un peu comme une deuxième famille et que tout le monde est connecté à telle heure, de telle heure à telle heure, on n'a pas envie d'être ailleurs, en fait. On n'a pas envie de partir. Même la pause repas, à un moment, on a l'impression de s'arracher en quelque sorte à quelque chose. Et donc, il y a des mécanismes comme ça dans le jeu et même méta par rapport au jeu, puisque c'est dans la communauté que voilà, ça crée cette espèce d'attache. Je me permets juste de rebondir sur cette question tout à l'heure. Vous avez beaucoup abordé le côté solitaire, comme vous le dites tous. Voilà, justement, c'est ça sur lequel j'aimerais rebondir, parce que c'était pas si solitaire que ça finalement, parce que certes, si ça peut se passer le soir devant son écran quand les parents sont couchés, etc., finalement, il y a une forme de partage dans le sens où il y a aussi des amis, quand on discute justement avec les jeunes qui pratiquent le binge gaming, c'est que leurs amis jouent au même jeu en même temps qu'eux. Et même si ce n'est pas un jeu multijoueur, s'ils sont seuls, le lendemain, il y aura le plaisir de discuter à la cour de récré ou que sais-je sur toi, où est-ce que tu en es dans l'histoire? Ah tiens, ce niveau-là, j'étais bloqué. Comment est-ce que tu as réussi? Il y a une forme d'échange qui se fait quand même sur les forums, mais aussi derrière, c'est comme quand on parlait du roman, c'est exactement pareil, le plaisir de se dire j'ai lu le bouquin d'un coup, d'un seul, de passer presque le roman ensuite à un ami pour partager cette passion. Mais moi, je pensais à la solitude dans le sens où, géographiquement, tu peux pas demander à quelqu'un d'être avec toi. Tu peux t'imposer ça qu'à toi-même de passer 5 heures, de passer 10 heures sur une journée sur un jeu. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute aujourd'hui, encore que... Écoute, aujourd'hui, je vais passer 10 heures sur un jeu, tu veux pas le faire avec moi? C'est rare, je pense. C'est rare, mais ça se fait. Mais oui, c'est pour ça que, oui, en fait, ça se fait. Mais en revanche, sur le côté social, oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça rejoint même l'idée de ne pas se faire spoiler. C'est parce qu'après, on en discute, parce que c'est très social comme activité, comme le fait de regarder des séries, en parler derrière, en tout cas, c'est très social. Et ça, on l'oublie souvent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude, mais moins de ça.
Je pense que dans certaines pratiques du binge gaming, tu as aussi une dimension compétitive. Quand tu as du nouveau contenu qui sort sur un jeu, on va prendre au hasard World of Warcraft, on sait qu'il y a certains joueurs professionnels dont l'objectif, ça va être d'atteindre le nouveau niveau maximal le plus rapidement possible, de tomber tel boss le plus rapidement possible. Donc on est aussi dans une démarche compétitive, pas forcément toujours positive. Mais là, c'est carrément leur métier, du coup, enfin à peu près, c'est professionnel, quoi. Est-ce qu'on peut parler du coup de binge gaming quand on est... Parce qu'à ce moment-là, on fait du binge working beaucoup trop souvent dans notre vie. C'est pas faux. Non, c'est plus, je pense aussi, c'est toujours dans cette dimension sociale. Au-delà même de juste pouvoir raconter l'histoire et de pas se la faire spoiler, c'est aussi de baigner dans l'effet de mode vraiment constant. C'est de dire, tout le monde va jouer à ce jeu, donc de toute façon, je viens d'entendre parler, donc je veux le faire aussi. Donc de toute façon, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse très vite. Et c'est vrai qu'on a aussi cette logique consumériste, en fait, mais qui est encouragée aussi par les plateformes de vente et d'édition et de production de jeux vidéo, tout simplement, de dire, c'est le moment d'y jouer maintenant. C'est là qu'est la hype. On parle de la hype, justement, qui pousse, en fait, aussi au binge gaming, d'une certaine façon, à dire, il sort à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut jouer à ce jeu. Et le marketing aussi joue son rôle dans ça. Et c'est vrai aussi pour les séries, on parlait de Netflix, mais justement, Netflix est là, ils ont tout un système qui dit, est-ce que tu es toujours en train de regarder, au fait parce que ça fait quand même 5 heures que tu es là, coucou, tu as pensé à manger. Donc voilà, Netflix assume ça, et assume ça aussi dans sa promotion, du fait que, regarde, la série, elle est complète, il y a 5 saisons. Là, il y a une saison qui vient d'un coup aussi. Alors qu'à la base, la série, c'était épisodique aussi pour être déversée au fur et à mesure. Et c'est pareil pour le jeu vidéo. Maintenant, on est là. C'est la semaine où il faut jouer à Spider-Man, quoi. Là, c'est le mois, tu vois. Là, il y a Red Dead Redemption 2 qui va arriver. On va en manger pendant un mois. Et tout le monde va en parler. Et tout le monde va en discuter. Et puis, là, on est plusieurs à être youtubeurs ou sur des sites de news ou quoi que ce soit. Nous, on sait qu'on va devoir en parler, qu'on va nous aussi nous en parler beaucoup. Donc, on n'est certes pas un public général, mais on a aussi ça derrière qui fait que nous aussi, on va continuer ce cercle, en fait. Par rapport justement au binge gaming, du coup, mais du côté des jeux un peu, on n'a pas des compétitions professionnelles tout à l'heure, mais il y a aussi des jeux comme League of Legends justement qui ont ce côté compétition dans le sens où il y a ce rythme des saisons où on se dit mince, la fin de la saison c'est bientôt, il faut absolument que je récupère mon niveau, il faut que je sois diamant, il faut que je sois au minimum gold par exemple. Hein. Encore une fois, petit clin d'œil juste là-bas. Hein, oui. Il faut absolument retrouver le niveau parce que mince, j'ai pas joué depuis 3 mois, mais là il faut qu'on y aille et du coup on va finir par jouer 2, 3, 4 heures par jour pour se dire mince, il faut que je fasse mes 10 games de classement, il faut que je récupère ce niveau. Donc le binge gaming, on parle beaucoup des jeux où justement il y a un peu de durée, il y a une histoire qu'on veut finir, mais il y a aussi, on nous incite aussi à jouer. Par notre côté compétiteur qui est presque intrinsèque à l'humain, j'ai envie de dire. Et ironiquement aussi, en termes de design, c'est des jeux qui sont designés pour être peut-être des parties très courtes, mais qu'on va recommencer plein de fois. Et c'est aussi la naissance des MOBA, c'est aussi ça, c'est de dire on n'a pas un contenu énorme, mais on va vous demander de jouer plein pour progresser. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, avec le terme binge gaming, est-ce que c'est pas simplement un terme purement marketing qui s'inscrit lui-même dans une communication et dans une campagne marketing vu qu'on est en pleine concurrence surtout de l'attention des joueurs, comme on disait tout à l'heure, avec énormément de jeux qui sortent. Est-ce que c'est pas justement une façon d'inciter le joueur finalement à rester sur sa plateforme, à rester vers tel éditeur ou tel jeu? Je pense par exemple, il y a un truc, parce que moi de mon expérience, le binge gaming, c'est quelque chose finalement, depuis le début de ma pratique du jeu vidéo, c'est quelque chose que je fais finalement je passais des heures et des heures sur un jeu vidéo, c'est jusqu'à l'époque, c'était pas forcément très bien vu, et aujourd'hui justement on encourage quelque part, on dit regarde, tu fais du binge gaming, tu te dis finalement c'est ce que je fais depuis des années, quoi. Mais par contre, justement, dans les éditeurs et les développeurs et les game designers, je pense à un exemple très très symptomatique justement de cette concurrence de l'attention, c'est typiquement dans les MMORPG, qui sont déjà de base des jeux qui sont généralement très chronophages dans leur design. Aujourd'hui, on a par exemple des objectifs journaliers.
C'est-à-dire des objectifs qui, si vous ne vous connectez pas au moins une fois par jour et que vous ne faites pas au moins 2-3 heures de jeu à faire telle activité, tel objectif, etc., eh ben, vous allez potentiellement rater tant de pourcents d'expérience, potentiellement une récompense de fin de semaine, si vous faites tant de semaines, enfin tant de jours d'affilée, etc. Donc c'est juste pour rejoindre aussi finalement qu'on encourage à faire du binge gaming, mais c'est vraiment dans une logique purement marketing de concurrence de l'attention finalement. Après, je pense que ça dépend vraiment du type de jeu auquel tu vas jouer. C'est vrai que dans le terme binge gaming, qui est quand même assez péjoratif, tu as cette notion de dévorer, d'engloutir, et au final de perdre un petit peu le plaisir que tu as en jouant. C'est quand même ça, on joue pour s'amuser, on joue pour avoir une expérience. Bon, alors, je joue... Mais je pense au dernier jeu que j'ai binge gamé. C'était Detroit Become Human, et moi j'avais envie de faire ça plus pour vivre l'expérience dans sa linéarité et vraiment être immergé dans le jeu, dans la narration. Aujourd'hui, on est dans une société, alors j'enfonce des portes ouvertes, désolé, où on passe très vite d'une activité à une autre. Et des fois, pour le jeu vidéo, c'est regrettable parce que tu vois, un jeu narratif, c'est compliqué de dire je vais jouer 20 minutes, comme si je faisais une partie de LoL ou d'Overwatch, peu importe, puis je vais faire autre chose. Puis dans 3 jours, je rejouerai 10 minutes. Il y a des jeux sur lesquels, si tu fais ça, tu es complètement sorti de la narration. Et on va chercher à s'immerger un peu comme dans un livre, en y restant un certain nombre d'heures. Et j'y vois pas quelque chose de négatif, de pervers ou un côté je dévore. C'est vraiment plus je veux rester dans ma bulle, immergé. Après, est-ce que c'est vraiment si mal d'être... Oh, pardon. Non, mais après, je voulais aussi souligner un truc, c'est que justement, narrativement, on est tellement arrivé dans un système où on veut encourager aussi un petit peu le binge gaming, en tant que terme et en tant que concept, c'est que maintenant on a des jeux narratifs épisodiques aussi. On emprunte aux épisodes de la série à ce format-là parce que finalement ils marchent bien aussi. Et ça permet à la fois aux développeurs de mieux se financer ou de prendre moins de risques à chaque développement. Et en même temps, ça permet de dire coucou, regarde, il y a l'épisode 1. Ah, c'est bon, t'as fini. Et puis après, épisode 2, puis après 16. Puis au final, les gens peuvent quand même acheter le pack final. Je voulais juste ajouter que des fois, même si le jeu n'a pas été pensé, et encore vraiment pour faire du binge gaming, c'est punitif de s'arrêter de jouer parce qu'on oublie où on est, on oublie l'histoire du jeu, on oublie des personnages, on ne sait plus jouer. En fait, la maîtrise qu'on avait, on l'a perdue. Donc oui, ça encourage, mais ça c'est super vieux, quoi. Et ça encourageait aussi déjà à l'époque à continuer à jouer quand même, parce que sinon on va être en dehors du jeu, on va plus être immergé dans le jeu et on va perdre en compétences en fait, du jeu en tout cas. Je pense qu'on devrait questionner aussi les différents types d'utilisateurs et la manière dont ils envisagent leur consommation du jeu vidéo aussi. Parce que par exemple, moi j'ai commencé à moins consommer de jeux vidéo de manière un peu compulsive quand j'ai commencé à faire ce qu'on fait là en fait, c'est-à-dire réfléchir sur le jeu vidéo, me positionner par rapport à ça. Et c'est pas que ça m'a fait prendre conscience que c'était pas bien de faire ça, c'est surtout que le temps que je passais en fait à réfléchir aux jeux vidéo, c'était du temps que je passais pas à jouer. Et après, j'ai recommencé à faire du binge gaming, mais différemment. C'est-à-dire que je le faisais peut-être plus sur un jeu sur lequel j'aurais peut-être passé 20 minutes avant de retourner jouer à LoL, ou voilà, ça permet d'avoir une réflexion un peu différente. Et donc, au final, il y a peut-être différents binge gaming aussi, au-delà des différentes formes qu'on a vues, qui sont plus liées à ce que proposent les jeux. Il y a peut-être aussi la manière dont nous, on considère notre consommation de jeux vidéo, en quelque sorte. Très clairement, il y a des moments où, je suppose que ça n'arrive pas qu'à moi, il y a des moments tristes dans la vie où on va pas bien et on va jouer, et ça va être pas forcément un care game ou ce genre de jeu-là, mais on va quand même on va passer sa journée à jouer, le temps de se reconstruire en fait intérieurement, accompagné par le jeu, et ça c'est connu. Après, c'est certain, on l'a évoqué plusieurs fois, que le online, ça encourage le binge gaming dans tout ce qui est événementiel. Ça, on l'avait pas avant, du temps où on n'était pas connecté pour jouer. C'est sûr que, je vais reparler d'Overwatch parce que pour le coup, c'est un exemple qui me concerne. Je vais avoir des périodes où je vais pas du tout y jouer, et puis d'un seul coup, tu as un événement qui arrive, tu sais que tous tes potes vont être là, et là, d'un seul coup, je vais y rejouer de façon très intensive. Et en fait, quand tu prends un peu de recul par rapport à cette pratique-là, elle est un peu ridicule. Et je me dis, mais pourquoi
pourquoi je fais ça. Et voilà, tu as cette espèce de, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les studios qui vont venir te pousser, à t'attirer. Bon, après, c'est du marketing bête et méchant. Alors après, moi la question du coup que je me pose, c'est, là on parle du binge gaming, mais comment nous on le perçoit? Est-ce que finalement on le perçoit comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de positif, comme quelque chose de tout à fait normal, comme quelque chose qui s'inscrit finalement dans les pratiques des joueurs, soit récentes, soit au contraire qui sont vieilles comme le monde, enfin comme le monde du jeu vidéo en tout cas. Enfin voilà, je sais pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que là on parle, pour moi on décrit finalement des pratiques qui sont assez diverses et qu'on essaie de mettre dans ce terme un peu fourre-tout qui est du binge gaming, qui est finalement on joue aux jeux vidéo longtemps. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Enfin voilà, je me permets de... Justement, en fait, le terme binge, le terme de binger, à la base, il est très très négatif dans le monde anglophone. On parle de binge drinking, on parle de binge eating, pour parler de boulimie, on parle de binge drinking donc pour parler du fait de trop boire d'un coup. Et binger, c'est jamais bon en fait, c'est pas considéré comme quelque chose de bon dans le monde anglophone. En France, on a récupéré ces termes-là parce que ce sont des termes clés très utilisés dans les médias, et c'est les médias qui ramènent ce terme aussi. C'est les médias, c'est nous aussi, mais c'est un terme qui est actuellement accolé aux jeux vidéo pour essayer justement de qualifier un ensemble de pratiques qui ne rentrent pas dans un carcan semblable à celui de la série, à mon avis. C'est que là, par exemple, on avait déjà du mal à définir ce que regroupe le binge gaming, justement. Est-ce que c'est une pratique purement mercantile? Est-ce que c'est une pratique de jeu trop longue? Est-ce que c'est un truc mauvais ou bon? Nous, en fait, on ne peut pas le définir, nous, parce que c'est un terme qui nous est imposé aussi en tant que joueur ou en tant que développeur ou quoi que ce soit. C'est un terme qui vient de nous arriver aussi très récemment, aussi à cause des avancées de certaines plateformes qui veulent faire des jeux un peu différemment ou les offrir, les rendre disponibles différemment. Et qui, du coup, la réaction en face, c'est « Ah, ça amène... C'est un peu comme du Netflix, donc on va parler de binge. » C'est aussi ça. Mais je pense que de toute façon, on en a parlé un peu dans la table ronde hier sur la mauvaise réputation du jeu vidéo. Surconsommer un jeu vidéo, c'est un terme qui est... pour ma mère, passer plus d'1 heure par jour sur un jeu vidéo, c'est waouh, c'est de la surconsommation, je pense. Oui, alors plus maintenant qu'elle est PGM sur Pokémon Go, mais bon. Donc je pense que c'est mal vu de base. Déjà, jouer aux jeux vidéo, c'est pas très bien vu. Donc surconsommer le jeu vidéo, je pense que c'est mal vu de base. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ça va? Tu veux que je t'aide ou... Oui, oui, ben voilà, je ne sais pas. Vas-y, je t'en prie. Non, justement, la pratique du binge gaming est vraiment dissociée de l'addiction aux jeux vidéo, qui est aussi un large thème dont on n'aurait pas assez d'une semaine pour en discuter. Mais pour dire que justement, la différence entre le binge gaming et l'addiction, c'est le côté ponctuel. Quand tu binges, tu vas faire ça 1 fois par semaine. Et puis, si tu pars 2 semaines dans le Darzac élever des chèvres avec ta grand-mère, tu vas très bien le vivre de ne pas jouer aux jeux vidéo pendant ce temps-là. Donc, c'était juste pour différencier ces deux pratiques, dont l'une est effectivement, le binge gaming n'est pas positivement connoté, mais il n'est pas non plus connoté comme étant une pratique aussi à risque. Exactement. Je me rappelle de ce que je voulais dire. Je voulais dire que du coup, d'un point de vue de non-joueurs et joueuses, je pense que ça doit être effectivement mal connoté. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où ça fait du bien, quand ça va pas bien dans ta vie, de jouer pendant 1 semaine, tous les jours, de 8h à 19h, même plus, à des jeux vidéo ou à un seul jeu vidéo. Et ça va durer un moment, et puis après ça va aller mieux, et la vie continue. Et je pense que c'est c'est mieux perçu quand on connaît le jeu vidéo, et moins bien quand on est à l'extérieur. C'est effectivement probable. Et je voulais rebondir sur un petit truc que tu as dit aussi sur la notion de surconsommation. Je ne pense pas que ce soit possible de surconsommer quelque chose, parce que ça veut dire qu'on arrive au bout, d'une certaine façon, qu'on y aille trop loin dans ce qu'on fait. De même qu'on n'a pas une surproduction de jeux vidéo, en fait. On a juste de plus en plus de possibilités, et de toute façon, nous, on va jamais jouer à tous les jeux. Personne ne va jamais jouer à tous les jeux. Personne ne va jamais réussir à aller au bout, à mon avis. Alors justement, je peux rebondir. Je ne pense pas qu'on puisse parler de surconsommation, effectivement, en termes de pratique, simplement du jeu. Par contre, je pense qu'on peut parler de surconsommation parce qu'on s'inscrit nous-mêmes on nous inscrit et on s'inscrit nous-mêmes dans une logique de surconsommation
d'acquisition en fait, de jeux vidéo. C'est-à-dire il y en a beaucoup parmi nous qui ont le syndrome de la bibliothèque Steam. Donc Steam, c'est la plateforme sur PC pour récupérer du jeu vidéo. Pour jouer aux jeux vidéo, en fait, on achète des jeux et ils s'ajoutent dans une bibliothèque virtuelle auquel on a accès tant qu'on a une connexion Internet. Et donc, en fait, à travers les offres de pack qui sont pas chères, parfois des jeux qui sont offerts gratuitement, même simplement à la connexion d'un site, on a ce syndrome de l'acquisition en fait de la bibliothèque de jeux dans une optique de finir potentiellement les jeux qu'on va acquérir un jour ou l'autre, ce qu'on ne fera jamais évidemment. Et du coup, on a ce syndrome de la bibliothèque finalement où on va dire un peu pareil de la bibliothèque de bouquins où il y en a qui prennent la poussière parce qu'on en a tellement qu'on finalement on n'a pas le temps de tous les lire, quoi. Et je pense qu'on nous inscrit aussi par contre dans une logique de suracquisition en fait de jeux là-dessus. Et je pense que ça n'atteint même pas que Steam, même physiquement. Personnellement, niveau précommande, j'ai une liste comme ça pour jusqu'à la fin d'année. Et c'est aussi physiquement, je pense. Mais la surconsommation, c'est peut-être aussi relatif aux différents individus. C'est-à-dire qu'il y a des moments, certains soirs, où quand je vais me coucher, je me dis j'aurais peut-être pu faire autre chose en fait. Avec un peu de recul, qu'est-ce que j'ai vraiment retiré de ma séance de 7, 8, 9 parties de tel ou tel jeu, pour ne pas en citer. Je pense qu'il y a des moments où on peut se dire voilà, j'ai peut-être un peu exagéré, quoi. Ou peut-être que je me suis simplement perdu. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais un objectif en faisant ça, et puis en me laissant porter par les mécaniques du jeu, répétitives, qui me fournissent voilà, ces boucles de récompenses encore et encore, j'ai perdu mon objectif à un moment. Et puis, pour la question de la surproduction, je ne pense pas qu'à un moment, il y a vraiment ça. Par contre, il y a peut-être un phénomène de surexposition. C'est-à-dire qu'à un moment, on est vraiment noyé dans des propositions qui sont très diverses. Il y a peut-être moyen qu'on s'impose à nous-mêmes des filtres, ou alors que les différentes plateformes telles Steam, Good Old Games et autres fassent automatiquement des filtres. Et d'ailleurs, ils le font petit à petit. On voit de plus en plus de propositions qui sont basées sur les jeux qu'on a aimés ou auxquels on a joué, et qui peu à peu commencent à faire un tri en fait, dans ce qu'ils proposent. Mais on a encore beaucoup de surexposition. Je pense que ça serait une mauvaise chose de dire qu'il y a une surproduction pour l'industrie du jeu vidéo à proprement parler. Parce que tant qu'il y a des gens qui ont des idées, il faut que ça en donne quelque chose, en quelque sorte. C'est un peu comme les livres. Mais par contre, il faut aussi qu'on puisse s'en sortir face à ça, quoi, qu'on ne soit pas noyé. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est le moment où on surconsomme, du coup, en termes de pratique, pour toi, c'est le moment où justement on y va par mécanisme, par habitude, sans réfléchir justement à sa consommation, C'est un moment où on est tellement habitué à jouer à un jeu qu'on est là, je vais le lancer, de toute façon j'ai du temps là. Mon réflexe c'est de lancer mon jeu, le jeu auquel je joue tout le temps, et je vais y rejouer 8 heures. Et en fait après je vais me dire, finalement ça m'amuse plus tant que ça peut-être. Peut-être que là je suis arrivée justement au bout de ce que je peux retirer à ce moment-là de ce jeu. Et c'est peut-être justement là qu'on s'arrête qu'on sort du binge-watching ou du binge-gaming, de dire c'est un jeu auquel j'ai déjà tellement joué. C'est plus ponctuel en fait à ce moment-là. C'est que c'est tellement mécanique. C'est plus que c'est tellement mécanique de lancer ce jeu que c'est plus de la pratique temporaire en fait. C'est que là justement tu es dans un cycle d'habitude en fait. C'est ça, c'est un cycle. Alors que justement le binge gaming a l'air d'être plus une impulsion sur un moment, un truc un peu frénétique par rapport à ça. Je sais pas. Oui, moi je suis d'accord, et on retrouve effectivement de façon, même dans les jeux par design, le fait que les jeux font en sorte de retenir un maximum justement l'attention, et nous-mêmes en tant que joueurs, on a développé ce qu'on appelle le principe du jeu au kilo. C'est-à-dire qu'un jeu, on va l'acheter et on va se dire alors combien d'heures il va me tenir, et en fonction du nombre d'heures qu'il va me tenir, est-ce que c'est un bon jeu ou pas. Et au final, on a cette logique d'acheter un jeu, on investit dans un jeu parce qu'en retour, on veut qu'il nous procure minimum 10, 15, 20, 50 heures de jeu. Et si c'est moins, on peut avoir tendance à le critiquer juste pour ça. Et finalement, on ne critique plus l'expérience, on critique la durée de l'expérience. Et ça devient un des critères qualitatifs. Mais c'est quelque chose dont on devrait et dont on doit essayer de sortir. Parce que justement ça devient un critère qualitatif alors que ça ne l'a jamais été. Finalement, ce qui est important, c'est de l'expérience de jeu en elle-même. Et je pense que ça s'inscrit aussi justement dans ces logiques de binge gaming
voulu par les éditeurs, justement, pour dire si tu achètes mon dernier jeu AAA, tu es sûr de passer au moins 60 heures de jeu, plus le contenu supplémentaire que je vais te rajouter, les DLC gratuits, les DLC payants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a pas mal de contre-exemples à ce que tu proposes là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mécanismes qui se mettent en place. Et on part vraiment sur l'automatisme de l'achat, du temps qu'on passe. On cherche des espèces d'indicateurs, en quelque sorte, des moyens d'évaluer la qualité par rapport à notre expérience. Mais au final, on se réfère plus tellement à nos sens pour vraiment qualifier ces expériences, pour vraiment les quantifier, pour essayer de... Alors qu'il y a plein de jeux. Et alors j'ai des références assez anciennes là-dessus, mais je pense par exemple à un jeu comme Transistor, qui est vraiment une expérience assez particulière et qui est relativement courte en fait. Moi je pense qu'en une quinzaine d'heures de jeu, j'avais terminé le jeu et pourtant ça m'a laissé une expérience vraiment folle, très qualitative. Et tu vois, c'est ce genre d'expérience-là qui permet de te dire, voilà, il y a une rupture aussi par rapport à ce modèle-là. Ah mais je suis entièrement d'accord, mais c'est justement mon discours. C'est de dire que typiquement pour Transistor, tu trouveras des joueurs qui vont te dire c'est génial, c'est super jeu, mais il est trop court. Et à partir de quel moment on se dit, mais est-ce que c'est important vraiment qu'un jeu il soit court? Est-ce que le plus important, c'est pas l'expérience? À quel moment c'est devenu un critère, finalement? Mais en fait, il me semble que le moment où on change le critère, c'est le moment où on fait ce qu'on fait, en fait, encore une fois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui change notre posture de joueur? C'est le moment où on commence à réfléchir sur notre posture de joueur et où on commence à se demander ce qu'on attend d'un jeu. Et on commence à plus simplement consommer, mais vraiment se positionner 2 minutes et se dire, voilà, c'est un jeu vidéo, c'est ce que j'aime faire, mais c'est peut-être un petit peu plus que ça, quoi. Peut-être que moi, je me retrouve déjà à travers les différents patterns de jeu auxquels je joue. Il y en a beaucoup, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Quelle expérience est-ce que j'en retire? Et puis je voulais rebondir sur ce que tu commençais à dire aussi, sur le fait que ça devenait un critère de choix. Et tu as déjà évoqué cette problématique. Il y a beaucoup de joueurs qui sont justement en charge de critères et de façons de dire est-ce que ce jeu va m'intéresser ou pas. Et le fait de se raccrocher à la durée, c'est parce que c'est un truc facilement quantifiable et facilement cherchable en fait, parce que du coup, en réponse aussi, tout le monde dit ce jeu il dure à peu près tant d'heures. Les éditeurs aussi se mettent à dire ça. Mais est-ce que justement, on avait commencé à en parler sur les plateformes de vente ou de mise en disponibilité des jeux, le fait que ces plateformes ne se mouillent pas en termes de curation, c'est-à-dire en termes de proposition, en termes de filtre des idées, c'est-à-dire que plutôt que de dire voici tous les jeux qu'on propose, voici des jeux qu'on propose en fonction déjà de vos pratiques, ou en fonction déjà de ce que vous avez aimé, ce que vous avez joué. Est-ce que vous voulez voir notre système de curation? Ça, c'est déjà un moyen de résoudre ce genre de problème en fait, parce que ce qui devient intéressant n'est plus est-ce que le jeu va durer X heures, mais est-ce que ce jeu est dans la lignée de ceux qui m'ont plu? Et là, on va aussi forcer les joueurs à potentiellement se questionner. Parce que savoir que déjà, les plateformes de vente en ligne à la Humble Bundle, Itch.io ou Steam ont déjà une curation du fait que c'est des plateformes qui choisissent aussi le type de jeu qu'elles mettent en avant ou qu'elles mettent en vente, tout simplement. Et déjà, c'est des plateformes qui sont excessivement différentes dans leurs offres. Donc déjà, il y a un début de curation. Mais ce questionnement commence tout juste à se faire, en fait. Et avec le fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes qui veulent faire ça, on va arriver à des plateformes qui vont se spécialiser aussi, à mon avis, justement pour dire ouais, moi je propose des jeux comme ça. Moi je propose ce genre de jeu. Moi je m'intéresse aux jeux indépendants. Moi je m'intéresse aux jeux amateurs. Moi je m'intéresse aux jeux de course. Moi je m'intéresse aux jeux que d'un éditeur. Et ainsi de suite. Je pense que ça va aussi aider ça à faire évoluer les réflexes de mon jeu dure X heures. Excuse-moi, je te coupe, mais n'encourage pas les éditeurs à avoir leur propre plateforme. On en a déjà bien trop. Je les encourage pas, mais on s'y dirige, que je le veuille ou non. Que je le veuille ou non, on s'y dirige. Ils ont déjà essayé, ils vont finir par y arriver. Ah bah ils vont y arriver. Mais du coup, on a beaucoup parlé des points négatifs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton côté, essayer de trouver le côté positif du binge gaming, parce que c'est quand même un terme qu'on diabolise au final. Mais comme elle disait tout à l'heure, c'est du binge gaming, pour moi également, ça permet de me recentrer sur moi-même, de me détendre, de penser à autre chose, de pouvoir stimuler mon imaginaire aussi, avec des jeux vidéo de plus en plus variés, sur plein de thèmes. Assassin's Creed, ils prennent quand même des époques très intéressantes. Un enfant qui adore l'Égypte antique, qui joue à Assassin's Creed quand il a 18 ans, il est heureux, quoi. Et du coup, est-ce que le binge gaming est que négatif ou est-ce qu'il y a quand même des côtés positifs? Mais je vais reprendre l'exemple de Transistor. Moi, je l'ai bingé et je suis très heureux de l'avoir bingé parce que je pense pas que j'aurais profité de l'expérience
de la même manière si je l'avais coupé cette expérience. Parce que c'est presque une expérience sensorielle au niveau des sons, au niveau de la musique, et puis visuel, c'est des éléments assez subtils en quelque sorte qui sont proposés à travers ce jeu. Et cette subtilité-là, malheureusement, comme on est vraiment surchargé au niveau de la communication, au niveau des visuels, à travers toute la pub, à travers puis de la pollution sonore autour de nous, à un moment, c'est difficile de revenir là-dedans après. On est obligé de repasser par toute une espèce de spirale, tout un filtre pour rentrer dans le jeu vidéo qui nous sont imposés ou qu'on s'impose à nous-mêmes. Et donc du coup, l'expérience de binge à travers ce jeu-là a vraiment été positive parce que du coup, j'ai vraiment pleinement profité de ce qu'il y avait à proposer d'un point de vue narratif et d'un point de vue un peu sensitif, quoi. Et tu disais tout à l'heure que des fois, quand tu faisais un peu de binge gaming sur une journée, par exemple, à la fin, tu te disais est-ce que j'ai vraiment passé ma journée à faire ça? Bon, tu culpabilisais peut-être un peu. Je crois que personnellement, ça ne m'est jamais arrivé parce que je me dis mais si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin, en fait. Il y a quelque chose de... Pourquoi à ce moment-là, j'ai passé des heures sur ce jeu? Bon, ok, si c'est un dimanche soir, t'as toujours un peu de blues, mais si j'ai passé la journée sur ce jeu, c'est qu'il fallait que je me déconnecte, il fallait que je rentre dans une histoire, il fallait que je joue, et je l'ai fait. Donc, c'est comme boire de l'eau, c'était un besoin, et j'ai joué. Ouais, puis après, je pense pour toujours revenir au binge-watching, je pense que quelqu'un lève la main ici qui n'ait jamais fait de binge-watching et qui ait terminé la série en se disant c'était de la merde en fait. Et là, il y a quand même des séries que des fois on le regarde et on se dit non quand même pas. Non. Voilà. Non. Ah merde, bon ça fait déjà 7 heures que je suis dessus, bon je vais peut-être la terminer du coup. Ouais, c'est juste ça, c'est par culpabilité, on dit ouais j'ai passé 5 heures dessus, bon il reste encore 2, bon je l'ai fait mais c'est la torture quoi. Voilà exactement, donc c'est un petit peu, ça rejoint peut-être un peu ça. Juste pour répondre à ta question, moi ce que je dirais c'est que je vois pas en quoi ça devient négatif tant que ça reste dans l'occasionnel et qu'on rentre pas dans ces phénomènes d'addiction, etc. Après voilà, c'est une façon de se détendre comme une autre, tant qu'on y trouve son compte, que ce soit par l'évasion, par le challenge ou quoi que ce soit d'autre. Moi, je rejoins un peu aussi ce propos, et dans le sens où il n'y a pas de mauvais ou de bon binge gaming, finalement. Non, mais pour moi, c'est juste un ensemble de pratiques, finalement, qui sont très courantes, pour peu qu'on ait déjà touché à un jeu vidéo, et qu'il ne faut pas en avoir peur. Mais par contre, il faut s'interroger sur... est-ce qu'on veut ou pas nous inciter à faire du binge gaming et qu'est-ce qu'on pourrait en retirer derrière? Moi, je pense que c'est surtout là parce que derrière, on a des éditeurs qui ont des moyens de communication qui sont de plus en plus performants et de plus en plus présents. Et je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Mais après, en termes de pratiques personnelles, moi, je n'y vois vraiment aucun inconvénient parce que c'est quelque chose finalement qui est présent dans le jeu vidéo depuis que le jeu est joué, quoi. Oui, d'ailleurs, j'aime bien parce qu'on parlait du fait de devoir s'arrêter de jouer à un moment et comment ça nous pourrissait peut-être le jeu ou notre expérience. Je rappelle qu'au début, on n'avait pas de sauvegarde sur les vieux jeux consoles. Donc, il fallait finir le jeu. Il ne fallait pas s'arrêter de toute façon parce qu'on ne pouvait pas reprendre. Et parce que mettre pause, c'était dur parce que tu n'étais pas sûr que quelqu'un n'éteigne pas la console ou que tu n'aies pas une coupure diverse ou variée ou un bug. Donc, finalement, on le faisait déjà aussi jouer longtemps d'un coup parce qu'on devait. Et du coup, c'est une pratique qu'on a depuis le début. C'est pour ça que je parlais à un moment du fait que c'est un terme récent mais qui nous est imposé tout d'un coup, quoi, parce qu'on a des pratiques et des plateformes qui s'y collent et c'est tout. Et en fait, c'est des pratiques qu'on avait déjà et elles sont ni bonnes ni mauvaises. Si on en a besoin, c'est qu'elles sont là. Après, pourquoi on en a besoin? Peut-être qu'il y a des raisons qui méritent d'être creusées. Pourquoi tout d'un coup j'ai besoin de passer 12 heures en 2 jours ou plus sur un seul jeu? Pourquoi tout d'un coup j'ai ce besoin et pourquoi finalement je vais répéter ça de façon hyper fréquente? C'est peut-être là qu'il y a un problème, mais c'est pas de la pratique en soi, parce que cette pratique elle est là depuis le début et on s'en est pas plus mal sorti visiblement, je veux dire. Mais c'est sûr que s'il y a un moment où tu arrêtes de jouer à la fac pour jouer à des jeux vidéo, tu décroches en fait. Là, mais ça rejoint limite, enfin pas l'addiction, hein, mais ça rejoint des moments où il faut se poser des questions, quoi. Quand c'est une journée, de temps en temps, quand vraiment tu ne vas plus au boulot pendant 3 semaines juste pour jouer à des jeux vidéo, effectivement, il faut peut-être te poser la question, mais peut-être qu'il se passe quelque chose, que j'ai besoin de réconfort, pourquoi? Vraiment, mais là, on parle, on est carrément borderline et du côté de quelque chose de psychologique. Mais quand binge gamer, encore une fois, moi, j'ai jamais regretté de passer une journée ou 2 sur un jeu d'affilée. C'était cool. Personnellement, c'est une bulle que je me fais généralement quand je me mets à faire ce week-end, vas-y, je vais jouer à ce jeu, je vais faire que ça va être trop bien.
Et j'ai juste passé du temps avec moi ou avec des potes en ligne, mais voilà, je vais prendre ce temps pour moi. C'est reprendre du temps aussi, effectivement, c'est ce qu'on disait au début. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça le binge gaming, quoi. On va passer aux questions du public. Est-ce que certains parmi vous ont envie de poser des questions, Ah, voilà. Alors. Vous avez déjà un petit peu répondu à ma question, mais bon. Est-ce que vous avez déjà eu des regrets d'avoir terminé trop vite un jeu avec du recul? Alors, moi, oui, mais c'est parce que je devais finir pour des raisons professionnelles, en fait. Donc j'avais un délai, j'avais une vraie deadline, et c'était un facteur extérieur, et du coup j'étais là, oh, j'aurais trop aimé prendre mon temps dessus, mais tant pis. Moi j'allais dire pareil, c'est pour des raisons, typiquement, quand on doit faire une critique, on doit finir des fois des jeux de manière accélérée, donc déjà on doit se forcer, et ça c'est jamais bien de se forcer à jouer. Des regrets d'avoir fini un jeu trop vite, non. Mais par contre de la frustration parce que le jeu était tellement bien qu'on aurait voulu que ça dure plus longtemps, oui, complètement. Mais de regretter d'avoir fini un jeu trop vite, non, puisque si c'était l'expérience du jeu et que qu'elle fasse 20 minutes, 1 heure ou 5 heures, c'est comme ça. Enfin, moi, y a pas de... C'est plus de la frustration. Hein, quand on est sur un bon jeu, on a envie que ça dure aussi ad vitam aeternam. Moi, je pense que j'ai eu des regrets courts. C'est-à-dire sur le moment, quand tu te rends compte que c'est terminé et que tu es allé vite parce que tu as mangé le jeu, tu te dis, c'est pas possible, j'ai raté quelque chose. Et puis, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Et donc, du coup, tu as un regret sur le coup. Puis en fait, tu te rends compte que le jeu, tu l'as toujours. Et tu peux recommencer. Ou alors, peut-être qu'il y a d'autres choses. Tu peux revenir en arrière si c'est un monde ouvert ou autre. Donc, au final, je pense que c'est un regret très relatif, quoi. Après, je pense que moi, ça m'est arrivé avec un jeu dernièrement, avec Super Mario Odyssey, où je l'ai terminé. J'ai pas eu l'impression de le finir vite, mais en fait, une fois que je l'ai terminé, j'en ai parlé avec des potes qui m'ont dit, ah ouais, donc t'as vu, il y a un deuxième jeu après le jeu, et puis tu peux faire ça, ça, ça. Et en fait, tu te dis, mais j'ai pas terminé le jeu, j'en ai fait que la moitié. Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'y retourner parce que pour moi, c'est fini. J'ai trop de jeux à faire. Et là, on retombe dans le côté de la surconsommation. J'ai déjà passé 30 heures sur ce jeu. C'est assez pour moi. J'ai besoin de passer à autre chose. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce que tu te dis, il faudrait que j'y retourne parce que visiblement, je suis passé à côté de quelque chose. Mais en même temps, à un moment, il faut que j'aille passer mon compte d'heures sur autre chose. T'es peut-être dans autre chose, là. Je vais juste ajouter, ça m'est déjà arrivé aussi de mettre de côté un jeu parce que je suis sur le point de le finir. Parce qu'en fait, le jeu est tellement bon que je ne veux pas le finir, en fait. Psychologiquement, je ne veux pas me dire, je l'ai fini, je vais le mettre de côté. Et ça me l'a fait, par exemple, très récemment sur The Witcher 3, que j'ai un peu binge-gamé avec toutes ces extensions, etc. Donc, j'ai passé 1 mois dessus, un mois fantastique. Et c'est vrai qu'arrivé à la fin, une fois que je l'avais complètement essoré de toutes ces quêtes, etc., je voulais pas finir le jeu, en fait, parce qu'il était bien, parce que j'étais bien dans son univers, le jeu était bon, et voilà. Ça m'a fait pareil avec Fire Emblem. Mince, c'était lequel? Awakening. Où je savais très bien que j'étais avant le dernier boss. Alors du coup, j'ai augmenté toutes les stats de mes personnages pendant... J'avais des centaines d'heures. Et puis on m'a volé ma console et j'ai jamais pu finir le jeu. Oui. Finissez quand même vos jeux alors, parce que leur vie est courte. Voilà. On a peut-être le temps pour une petite dernière question s'il y a. Non? Bon, très bien. Dans ce cas, je vous remercie tous. Je remercie encore une fois tous les youtubeurs qui sont venus sur ces 2 journées, qui nous ont accompagnés et qui nous ont éclairés avec des contenus très intéressants. Je remercie aussi Chloé qui m'a accompagné également pendant 2 jours. Et c'était très sympathique. Un jour et demi. Hier, tu étais là. Et je remercie aussi au public d'être là, très nombreux. Et j'invite Cédric et Kirill, qui sont d'excellents commentateurs, à commenter la prochaine activité. Et je vous demande d'applaudir tous les youtubeurs, s'il vous plaît. Merci.